Salut Amaury, merci beaucoup d'avoir accepté aujourd'hui cette interview. Bonjour Jackie, écoute, merci à toi pour l'invitation. Je viens de finir une interview pour ta chaîne. Aujourd'hui, le sujet, ça va être notamment l'entrepreneuriat, mais surtout au niveau des SaaS. Comment tu t'es lancé, d'où tu viens. Donc d'abord, je vais te laisser te présenter en quelques minutes, en quelques mots, me parler un peu de ton parcours, qu'est-ce qui a fait que tu es entré dans le monde des SaaS et plus largement dans l'entrepreneuriat. Donc je m'appelle Amaury Duval. Ce qui m'a lancé dans le monde du SaaS, on va dire que ça doit être quand j'avais 12 ans. J'ai trouvé le livre de mon père sur son étagère. Il y avait un livre pour apprendre à créer ses sites internet. Ok. C'était pas de la pro. Enfin, il y a les puristes diront que c'est pas de la programmation, parce que c'est du HTML. Mais en même temps, pour un petit gamin de 12 ans, créer son premier site from scratch, je trouve que c'est assez structurant. Et donc j'ai commencé comme ça. Et assez vite, faire du joli, j'ai trouvé ça assez limité. Donc je me suis mis au PHP. J'ai globalement touché à peu près tous les langages. Et jusqu'à trouver ma stack actuelle. Et du coup, en fait, j'ai créé énormément de produits. Donc depuis ces 12 ans, testé plein de choses. Concrètement, ça me plaît bien en fait. Enfin, ça me donne envie de me lever le matin, de faire un produit excellent qui va vraiment aider mes utilisateurs, que les gens m'envoient des mails en me disant ah, c'est trop cool. Enfin, genre en fait, ce qui me fait vibrer, c'est d'avoir leur retour de ils ont eu des bons résultats et ils adorent l'outil. Et du coup, ça a lancé ma carrière de SaaS maker. Et je pense un des trucs qui a été le plus intéressant et qui a pu faire parler dernièrement, c'est que je me suis inspiré d'un mec aux États-Unis qui avait lancé un challenge de créer 12 SaaS en 12 mois, D'accord. donc un SaaS par mois. Et l'année dernière, j'avais un petit peu des questions sur ok, mais comment j'organise ma vie, parce que j'ai beaucoup fait de freelance, et j'en fais d'ailleurs encore pas mal. Ok. Sur En tout ce qui dev? va être. Non, pas vraiment en dev, j'en avais fait un petit peu plus jeune, mais plutôt en tout ce qui va être acquisition-conversion, donc à la fois analytics, CRO, donc optimisation de la conversion, A/B testing sur toute la partie data, parce que j'ai fait une école d'ingénieur à Centrale Paris et après j'ai fait un double diplôme à l'ESSEC, en école de commerce. Et du coup, sur la partie data, vraiment plutôt analytics. Et après, sur la partie business, sur comment tu fais pour justement avoir un site qui fait venir des visiteurs et les convertisse, quoi. Donc avec un peu de SEO. Et généralement, je travaille avec les équipes des clients, parce que c'est plutôt des grosses boîtes, pour améliorer leur acquisition de façon générale. Est-ce que tu as été salarié du coup avant? Est-ce que faire un stage de 6 mois, ça compte? Ça compte quand même, ça compte. Écoute, j'ai fait un stage de 6 mois chez Accenture, donc une boîte de conseil au Luxembourg. Ok. Et pourquoi au Luxembourg? C'est parce que j'avais, donc à Centrale, on est obligé de faire un stage à l'étranger. Et je voulais le faire à New York, et du coup, j'ai candidaté à New York, et naturellement, Accenture France m'a contacté. Et je leur ai dit que je pouvais pas, et donc ils se sont arrangés pour me renvoyer au Luxembourg. Ah oui, oui. Donc, mais du coup, tu avais commencé à aller à l'étranger déjà, en fait, hein. Ouais, est-ce que le Luxembourg, c'est Non, l'étranger? ça va. Mais tu parlais quelle langue? Tu parlais quelle langue? Français, quoi. Ah, français, bon. Après, au quotidien, au travail, on parle anglais, mais effectivement, enfin, le Luxembourg, c'est pas très bien Ok. français. Donc toi, tu voulais aller à New York parce que c'était une ville qui te plaisait, un lieu qui te plaisait, ou c'est parce que c'est New York? Ouais, non, pas vraiment d'enjeu, c'était plutôt, je voulais partir d'Europe, Hmm. et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Tout à fait, oui. Mais New York, en fait, c'était plutôt États-Unis, parce que je pense qu'au niveau business, il y a quand même des choses extrêmement intéressantes, et notamment ce que j'ai bien aimé, et on pourra en parler plus tard, mais quand j'ai fini mes études, donc vu que j'ai fait un double diplôme, ça a pris 4 ans après ma classe prépa, donc après le bac, ça fait Oui, 6, oui. mais après la prépa, ça fait 4. À la fin, plutôt que de choisir le classique, et donc de faire un stage de fin d'études, j'ai choisi la filière entrepreneur où j'ai pu monter ma boîte direct. Et vu qu'à l'ESSEC, ils ont un campus à Singapour, j'ai pas choisi de le faire parce qu'au niveau structure, ça se prêtait pas, enfin c'était pas optimal. Mais mes potes étaient partis à Singapour et ils envoyaient des photos de tout leur week-end parce que c'est moins cher d'aller se balader en Thaïlande, en Malaisie le week-end plutôt que de rester à Singapour. Ouais, ouais. Et donc ils m'ont fait franchement râler pendant un an où moi j'étais dans la grisaille de Cergy-Pontoise, fin de RER. Oui, 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 oui. Pas fou, hein, voilà, c'est pas forcément le meilleur environnement. Si j'ai connu. Et en fait, quand je me suis dit, ok, moi je peux pas y aller, enfin je vais pas y aller parce que c'est pas la meilleure utilisation de cette année-là. Mais par contre, dès que j'ai plus de cours, je me tire. Et donc j'ai pris un aller simple pour la Thaïlande. Et j'ai fait 6 mois justement en digital nomade où je bougeais globalement à peu près toutes les 2 semaines. Donc j'ai fait à peu près tous les pays d'Asie du Sud-Est. Et c'était franchement une excellente période. Et du coup, j'ai commencé en freelance. Enfin, c'est comme ça que je me suis lancé. Et après, de fil en aiguille, le freelance, je trouve que c'est quand même assez enrichissant pour avoir une autre vision. Enfin, en fait, avoir des problèmes un peu connexes, et même au niveau stimulation intellectuelle, j'aime bien. Et avec quand même le poids du corps qui va être sur les sas. Et alors, petite parenthèse, donc de ce que j'ai noté, tu as fait 2 ans de prépa et tu as eu ton école. Ouais, je l'ai eu en 3,5, C'est pas mal. Ouais, c'était C'est cool. pas mal. Enfin, Surtout que c'est pas une petite école.
Ouais, Central Paris en première essai, C'est beau, c'est beau. on est content, c'est beau, quoi. c'est beau, voilà, ça c'était la parenthèse, c'était Mais la parenthèse. le point négatif, c'est que, tu vois, genre, quand t'as les résultats, enfin, j'ai jamais vu un moment où j'ai oublié des choses aussi vite. Mmh. Ah, Alors, enfin, t'es vraiment oui. conditionné Mmh. pour préparer ton Ouais, ouais, concours. le concours. Et le jour où ils m'ont dit c'est bon, mais Mmh. je savais plus rien faire. Et du coup, ils m'avaient vendu que l'école d'ingénieur c'était un facile après. Et en fait, il y a quand même encore un peu de maths. En gros, c'était encore un peu technique. Du coup, c'était un peu plus laborieux. Et donc du coup, quand tu es parti à l'étranger, donc en digital nomade, tu faisais de la prestation, donc c'était quoi, plutôt du dev ou de l'analytics Et c'était il y a combien de temps? C'était en 2017, je pense. Ok. Donc là, tu venais juste de sortir de ton stage ou de Ouais, tes études, en gros. En fait, j'ai fait 1 an et demi à Centrale, donc après prépa, 1 an et Ouais. demi, 6 mois de stage, Mmh. 1 an à l'ESSEC, Mmh. et 8 mois peut-être à Centrale sur la dernière année. Je pense que avril, j'avais un billet pour Bangkok, et après, Ok. du coup, j'ai fait un peu Bangkok. J'ai fait un périple, mais je faisais globalement 2 types de prestats à ce moment-là. Mmh. Un peu plus dev, mais genre un dev business, de comment on fait pour améliorer ton acquisition avec justement un peu on faisait déjà des chatbots IA à l'époque. Donc c'était un peu moins évolué que maintenant. Oui, oui, oui. C'était d'autres choses, mais c'était plutôt de la programmatique, du conditionnel. Enfin, quand tu fais voilà, des systèmes un peu intelligents avec des conditions. Et plutôt un peu CTO, où justement je conseillais des choix techniques pour des dirigeants qui voulaient lancer un projet. Ok. Et donc faire les bons choix pour Mhm. avoir le bon compromis entre flexibilité, rapidité et coût, quoi. Et tu as pu faire ça donc en télétravail, quoi, finalement. Ouais, ça. Et après, j'ai évolué un petit peu moins technique, enfin en tout cas peut-être plus données Mhm. et plus justement marketing, enfin en gros vraiment cet univers acquisition web, qui est un peu plus ce que je fais maintenant, mais vu que je fais du SaaS, Oui. j'ai potentiellement des fois aussi Ok. pas mal de gens qui me demandent de l'aide pour leur structuration technique. Et comment tu faisais pour avoir tes premiers clients? Comment tu as fait pour les closer, ces gens-là? Parce que ça intéresse pas mal de gens de savoir comment faire pour avoir tes premiers clients à l'étranger. Tu vois, tu as pris ton billet, tu es parti. Ouais. Mais est-ce que tu avais déjà des clients? Est-ce que tu as démarché là-bas? Comment tu as fait? En quelques mots. Non, typiquement, c'est compliqué de choper du client en Mhm. Thaïlande quand tu parles français. Enfin, tu vois, j'en sais. Non, pour trouver les clients, je m'étais inscrit sur des plateformes de freelance. Ok. Lesquels? Je crois que la majorité des clients à l'époque, ça venait de Crème de la Crème, qui était une plateforme qui s'était D'accord. lancée. Ça existe toujours aujourd'hui ou ça a été... Ouais, je crois que ça existe toujours. Ils ont bien changé, mais ils sont plus. Enfin, c'est un marché qui est plus mature. Enfin, en fait, je m'étais inscrit et puis j'avais créé de la relation avec les mecs qui géraient les plateformes. Et vu que j'étais au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes compétences et les bonnes capacités relationnelles, ça m'avait permis d'avoir des super chouettes contrats, et ça avait largement bien financé mon Ok. train de vie de jeune diplômé, enfin jeune pas encore diplômé, en déplacement. Aujourd'hui, ce qu'il y a on va dire, à la mode, ça va être Malte, typiquement, actuellement. Je Ouais. ne sais pas si ça fonctionne bien. Moi, j'aime moins ça parce que, en fait, dans ce que je verrais sur les plateformes, c'est que tu vas avoir 2 types de plateformes. Tu vas avoir les plateformes freelance sur étagère, où globalement, un peu comme, imagine Carrefour avec ses étals, où tu vas avoir 50 paquets de céréales. Enfin, en fait, tu vas peut-être comparer le prix, tu vas comparer des trucs qui sont plus Oui. difficiles à valoriser. Oui, oui. Et donc ça, j'aime pas trop, alors qu'au contraire, si tu fais de la relation avec, par exemple, les gens qui peuvent te placer en mission, t'as moyen de mieux te valoriser et donc pas aller dans cette spirale infernale de Depuis, je vends mon TJM, donc mon taux journalier moins cher pour être plus concurrentiel. En fait, je pense que je peux apporter une valeur justement par cette vision 360 à la fois tech et business, qui est difficilement synthétisable en un chiffre. Et du coup, ça me permet d'apporter plus de valeur à mes clients et donc d'avoir un taux qui correspond plus à cette valeur que j'apporte, quoi. Revenons un peu sur ton parcours dans les SaaS. Tu t'es lancé quand et à partir de quand tu as fait ton premier euro et comment c'était quoi ta réaction quand tu as fait ta première vente? Sans compter les potes. Le premier SaaS, je l'ai lancé il y a longtemps. Ok. Genre, en gros, j'avais fait une application qui, en fait, je m'étais dit, c'est compliqué pour un restaurateur de lancer son service. Ok. Enfin, c'est un peu le monde amène le monde. Ok. Ouais. Avant d'avoir le premier mec assis et tu vas le mettre en vitrine pour que ça donne l'impression que tu as des gens dans ton resto, en fait, si tu vois personne dans le resto, t'as pas envie d'entrer. Donc j'avais créé un outil une marketplace, où les restaurateurs pouvaient faire de la promotion géolocalisée ou géotemporalisée, un peu un Groupon mais géolocalisé et en temps réel, pour attirer un flux initial, en disant je te fais telle promo, je t'offre la bouteille, je t'offre machin. Et du coup, donc j'avais le produit, c'était un peu avant la partie où genre, je me dis ouais, il faut le marketing. Donc j'avais un super produit, et après j'ai commencé à faire ce que j'aimais pas. C'était d'aller voir les restos en leur disant ouais, j'ai ça et tout. Oui. Et ça a été l'enfer. C'est très dur ça, ouais. C'était C'est très l'enfer. difficile. Donc autant dire que c'était mon premier SaaS.
Ok. Mais c'était pas mon premier robot. Quelle année ça Je sais pas, peut-être 2015. Ah oui, donc. Non, il y avait un petit moment quand même. Ouais, ok. Je sais plus si j'étais au lycée ou j'étais en début d'un Ouais, mais ça fait un petit moment, petit moment. effectivement, ouais, ça fait un petit moment. Et ça, c'est dur parce que normalement, tu es censé lever des fonds, avoir des commerciaux pour aller chercher, tu vas faire du porte-à-porte. Et pour avoir essayé de lancer quelque chose de pas similaire, mais dans un truc où j'avais besoin d'aller chercher les boulangers, les cavistes, etc. C'est pas facile parce que déjà, il faut les convaincre, il faut aller sur le terrain. Et en plus, tu es très géolocalisé. Donc, ça veut dire que si tu veux lancer dans une ville, typiquement, tu veux lancer à Paris, il faut faire tout Paris. Si tu veux lancer à Marseille, il faut lancer tout Marseille. Enfin, faut aller dans tout Marseille. Et quand tu es tout seul, tu peux pas te démultiplier. Et donc, mis à part faire un proof of concept et ensuite lever des fonds et trouver des gens pour faire à ta place, c'est pas facile. Ouais. Ouais. Naïvement, j'avais pas approché le truc comme ça à l'époque. Mmh. Et en fait, je pense qu'au-delà de cette question géolocalisée, il y a le principe de marketplace. Et du coup, en fait, tu as deux côtés sur ton projet où tu as à la fois des restaurateurs et à la fois des clients finaux. Et si tu as trop de restaurateurs mais pas de clients, en fait, ça les intéresse pas. Et si tu as trop de clients et pas de restaurateurs, ça les intéresse pas. Ouais. Donc en fait, tu as une vraie complexité de croissance des deux côtés assez synchronisée qui fait qu'en fait, j'ai pas réussi. Concrètement, je suis passé à autre chose. Ok. Étape d'après, c'est que j'ai beaucoup aimé j'aime beaucoup tout ce qui va être quantified self. Quand j'ai une map connectée, j'aime bien avoir des données sur mesurer tout. Enfin, ça va peut-être un petit peu le biais de l'ingénieur, Ouais. les projets du moment, mais C'est pour ça que tu as fait de la data analyse. peut-être que c'est pour ça que j'aime bien gérer et manipuler de la donnée. Pendant que j'étais à l'ESSEC, j'ai perdu énormément de poids et je me suis mis beaucoup au sport. Et en fait, j'ai mesuré toute cette époque-là et vu que j'avais de la donnée, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux en faire? Et en fait, j'avais modélisé un algorithme qui permettait de prévoir l'évolution de mon poids en fonction de sport et de ce que je mangeais. Et du coup, j'ai commencé à travailler avec quelqu'un et on avait poussé ça pour tout ce qui va être sportif de sport à catégorie. Donc, typiquement, t'es boxeur, il faut que tu pèses tel poids pour être au top de ta catégorie. Et du coup, tu pouvais arriver à avoir un élément là-dessus. C'est très intéressant parce que tu as vraiment une approche scientifique et mathématique de la chose et un peu de tout finalement. Et on le verra tout à l'heure quand on parlera un peu plus de tes outils actuels. Et c'est vraiment très intéressant. Je suis fasciné par ça, ce côté un peu de data, de quantifier des choses qui, tu sais, pour aller manger, marcher, tout ça, et de calculer le moindre calorie, le moindre pas, etc. C'est marrant de voir. Et puis du coup, alors, qu'est-ce que tu en as sorti? Et du coup, j'en ai sorti que j'ai eu t'as plein de concurrents. Santé, là, pour le coup, t'as plus qu'un côté, t'as l'utilisateur. Tu vas avoir un marché où t'as vraiment des besoins, mais t'as énormément de concurrents, et j'étais pas forcément assez structuré pour la partie marketing, donc j'ai essayé de trouver quelqu'un et qui savait pas forcément très bien marcher. Et du coup, on a eu des utilisateurs, mais on n'a pas réussi à monétiser. Donc, ça nous a amené à faire, on se séparait, on a fait nos chemins séparés. Et moi, je suis parti sur autre chose. Et notamment, avec une petite pause, j'ai toujours construit énormément d'outils pour plein de choses, mais avec une petite pause où je me suis dit, en fait, un peu frustré de cette... je crée des outils, mais j'ai pas d'utilisateur, ou en tout cas, j'ai pas la monétisation derrière. Ok. Et du coup, je suis parti sur autre chose en me disant, mais en fait, j'arrive pas à faire les deux en même temps. Est-ce que je m'occuperais pas de monter en compétence sur la partie monétisation? C'est comme ça que je me suis lancé en SEO. Genre, plutôt me dire, ok, je vais trouver des façons d'avoir des gens qui viennent chez moi, et après, je verrai pour leur vendre des trucs. Et donc, j'ai découvert le SEO et travaillé mon SEO comme ça. M'a permis de faire quelques sites d'affiliation. Parce que j'ai dit, en fait, c'est rien de plus simple que de t'envoyer vers les champs. En fait, pas rien de plus simple, très gros guillemets, parce que c'est d'autres problématiques. Mais du coup, j'ai exploré en long, en large et en travers le sujet du SEO. C'est un peu le truc où j'ai une obsession et du coup, je vais devenir un petit peu, creuser vraiment en profondeur. Faire devenir un expert, quoi. Je sais pas si je suis un expert, mais oui, c'est dans l'idée, c'est en fait, par curiosité, je vais essayer de creuser le sujet au bout, quoi, en fait. Et donc, j'ai mis un petit peu en pause les outils, j'ai fait plusieurs sites où je me suis dit, mais en fait, je vais travailler sur l'acquisition de mon contenu, les classiques, on pourra voir ça dans notre interview si tu veux, si vous voulez la retrouver. Et en fait, me dire, derrière, je pourrais faire un SaaS. C'est-à-dire que sur ce site-là, j'ai jamais sorti mon SaaS, mais j'ai fait d'autres sites où, justement, j'ai pu avoir quelques revenus avec l'affiliation. Et là, je me suis dit, mais en fait, pour faire ça, j'ai toujours créé des outils que je gardais sur mon ordinateur, où j'avais en fait des petits tools maison qui travaillaient dans ce qu'on appelle un notebook. C'est globalement un ensemble de bouts de code où tu peux faire un petit bout de code, ça te donne la réponse, tu peux faire un petit bout de code, ça te donne la réponse, et tout le contexte est gardé. Ça marche vraiment bien en Python, ça. C'est extrêmement utilisé dans être analyse de données. Et en fait, j'avais énormément d'outils qui fonctionnaient comme ça, mais au bout d'un moment, c'est un petit peu chiant d'avoir
bah, c'est pas regarder un peu Matrix où t'as des écrans noirs avec du texte, bah, c'est pas forcément le plus fun de dire je vais passer, ouais, je vais trouver une réponse, je vais dans mon terminal, quoi. Ouais. Et donc je me suis dit, bah en fait, ce serait pas mal de faire des interfaces sympas. Et quitte à faire des interfaces sympas, en fait, autant le rendre utilisable pour le monde. Et donc l'année dernière, alors, parallèle, donc je faisais beaucoup enfin c'était principalement du freelance. Je me suis dit, bah ok, je vais lancer mes outils. Et je me suis dit, bah plutôt que de me dire, je sais ce que je vais vendre, je me suis dit, bah en fait, je vais tester plusieurs directions et je vais voir ce qui marche le mieux. Donc d'où le fameux challenge des 12 SAS en 12 mois. Et donc j'en ai fait, là sur les 12 mois qui sont passés, j'en ai fait 8. Donc tu as à peu près respecté ton challenge. 8, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est ça. C'est pas 12, mais en fait, pourquoi, enfin, le 12-12, ça sonnait bien parce que, parce que ça sonne bien. Enfin, j'envisageais peut-être un 9 en 9 mois, tu vois. Un peu comme, enfin, voilà. Oui, bien Et sûr. en fait, j'avais AB testé et le 12-12, ça sonnait mieux et les gens préféraient. Et en fait, pourquoi j'en ai fait que 8, c'est parce que, en fait, au bout d'un moment, je me suis un petit peu essoufflé. Mais pourquoi je voulais en faire 12, c'était parce que, justement, en apprenant de mes erreurs précédentes, le tout premier dont je parlais là sur les restaurants, Oui. bah, j'ai passé probablement 1 an de dev D'accord, ok. avant le marché. Ouais. Donc je me suis dit, Ouais. ça je veux pas réitérer, je veux faire des MVP. Oui, oui, oui. Donc je veux en avoir plusieurs plus modestes pour justement avancer là-dessus. Et après, en 12 mois et avec une objectif de monétisation, donc ça veut dire comment je fais pour les monétiser. Donc apprendre de mes précédentes erreurs en mode, en fait, un outil qui gagne pas d'argent, c'est pas soutenable sur la durée. Et dans une intervalle de temps raisonnable pour que justement j'ai pu envisager différents angles pour voir ce qui marchait le mieux. Et donc le tout premier que j'ai fait dans ce challenge-là, c'est un outil qui utilisait l'intelligence artificielle pour faire de belles photos de restaurants. Tu as un plat et soit tu peux faire appel à un photographe culinaire pour le mettre en valeur pour ta carte, pour tes réseaux sociaux, soit tu peux le prendre en photo, l'envoyer sur cet outil-là Ok. et il te fait un joli plat. Ok. Ça s'appelait Sublime Resto, ça s'appelle toujours Sublime Resto. Ok. Et l'idée c'était que à ce moment-là, donc c'était il y a 1 an et demi, il y avait Midjourney qui marchait plutôt très bien. Mais, point négatif, c'est qu'il n'y avait pas d'API. Donc API, c'est la capacité à utiliser, un ordinateur appelle un ordinateur. Et en fait, j'ai développé un petit robot qui interfaçait avec Discord pour justement contourner cette Cette possibilité. limitation, oui. Voilà, c'est ça. En tout cas, trouver une solution technique pour automatiser ça. Et donc, ça m'a permis d'avoir un outil qui faisait ça avec quelques clients. Et donc, je pense que mon premier euro, ça a été grâce à cet outil-là. Ok. Où j'ai des restaurateurs qui se sont dit, vas-y, go, je vais faire CB. Et donc, je leur ai fait des photos. Et typiquement, il s'avère que je suis passé par hasard devant un resto qui avait été client. Assez surprenant, je me suis dit, bon, peut-être que le problème dans le resto, c'est peut-être pas juste la photo de leur plat. Mais du coup, c'est assez marrant. Ça a été comme ça mon premier euro. Et Avant de partir plus sur du SEO. Mais... du coup, alors, tes premières sociétés ou premiers projets, donc tu as fait 0 € à ce moment-là, c'est ça? À quel moment tu t'es dit, c'est maintenant qu'il faut que j'arrête, quoi? Enfin, je veux dire, le projet, il est mort, ça marchera pas. Est-ce que il y a un moment, un déclic, qu'est-ce qui... Pour le deuxième, là, sur la partie sport, la tech, je m'en sers toujours. Typiquement, je garde les données, je m'en sers, il y a quelques utilisateurs. Ok. Mais sur le projet, l'ambition business s'est arrêtée quand on s'est séparé avec mon associé. D'accord, ok, j'ai compris. Sur le premier, franchement, je saurais plus te dire. Je pense que c'est étiolé. Oui. Enfin, c'est un peu, t'es tout seul. Tu te rends bien compte que c'est colossal, quoi. Ouais, finalement, peut-être. en fait, c'est inadapté entre mon ambition, enfin, en tout cas, Tes mes moyens, envies, quoi. Ouais. et la dureté de la tâche. Et du coup, Oui, au vu des moyens que tu avais à ce moment-là, quoi. Oui, ok. Tu lances Sublime Resto, c'est ça? Ouais. Premier SaaS. Et comment tu as fait pour acquérir tes premiers clients? Alors, SEO? Non, call mailing. Ah, super. Et donc, comment tu as fait? Alors, le cold mailing, tu as été chercher un par un les restaurants, tu as regardé les restaurants autour de chez toi, tu as envoyé un mail. C'est quoi les méthodes que tu utilisais pour avoir tes... J'ai scrappé tous les restos, j'ai bombardé tous les restos. Ok, donc tu les as scrappés via Google. Tu as tapé par exemple resto plus ville. Oui, par exemple. Et, ou alors l'API de Google, parce qu'effectivement Google propose une API pour trouver tous les trucs localisés comme ça. Et je crois qu'il y a des crédits gratuits, tu vois, tous les mois, tu peux voilà, ça fait Je sais plus exactement quel outil j'ai utilisé, mais oui, l'idée c'était Google Maps, cette info. Ok. Je vais avoir cette info et puis hop, Et du coup, tu as pu avoir les mails peut-être pas via Google, mais tu les as eu autrement, les mails. Ouais, c'est ça, enrichir les données et puis après
D'accord. J'ai A/B testé mes messages et je regardais quels messages marchaient le mieux Ok. en traquant jusqu'au bout de la conversion. Un peu, tu vois, genre, j'ai essayé pour une fois d'être pas le cordonnier le moins bien chaussé, de traquer un peu et du coup, quel message marche le mieux et faire du volume, quoi. Tu as développé toi-même cet outil pour scraper ou tu as pris un outil qui existait? Oui, pour enrichir les données aussi, comment tu as fait? Je suis passé par des API. Ok, oui. Et je sais plus si c'était un outil, justement, où tu as à cliquer, globalement. Parce que tu as plein d'outils qui font ça. Ou alors est-ce que j'avais une API et j'ai Ok. interfacé pour l'orchestrer par code, Ok. je sais plus. Mais Tu te rappelles un peu de ton taux de réponse? c'était ridicule. Non, franchement, j'ai pas poussé le truc. Ok. En fait, le truc, c'est que il faut faire le produit, il faut le vendre, et tout ça en un mois. Hmm. Et du coup, c'était le premier produit et j'avais pas encore mesuré vraiment la complexité. Et en fait, je voulais faire 1 semaine de dev, 3 semaines de marketing. Hmm. Je pense que c'est un peu le bon ratio qu'il faudrait en termes de. Ok. Un D'accord. tiers, du coup, un quart, trois quarts, ouais. Tu peux t'en douter, ça a été 3 semaines de dev et du coup, il me restait 1 semaine de marketing. Hmm. Et du coup, en 1 semaine de marketing, comment tu fais? Tu fais que des tests en fait. Et en fait, j'en suis arrivé à faire mes premières ventes, donc c'était assez satisfaisant. C'est vraiment pas mal pour une première semaine sur du cold mailing, franchement. Ouais, non, franchement, T'as fait quelques ventes, une, deux, ou plutôt 10, 15? Non, c'est plutôt, je sais plus, 2 ou 5, enfin, tu vois, genre dans Ouais, quand même. Et t'as ciblé tous les restaurants de France? Ouais, je crois. Ah ouais, donc c'est pas un taux de transformation, c'est Non, vraiment élevé. non, Mais au moins, c'est tes premiers euros et ça, c'est satisfaisant, clairement. ouais, carrément. Du coup, alors, est-ce que ça t'a motivé pour continuer tes autres projets ou est-ce que tu t'es pas dit, tiens, ce serait bien que finalement je ne fasse pas mes 11 autres projets et que je continue celui-là parce qu'il rapporte un peu ou pas du tout? Tu t'es pas dit ça? Mais en fait, le truc, c'est que j'ai déjà fait tu sais, l'argent magique Internet. Oui. En fait, je l'ai découvert avec l'affiliation. Globalement. Et ça, le premier euro d'affiliation, j'ai trouvé ça exceptionnel. Et du coup, le premier euro SaaS, je trouvais ça très satisfaisant parce que c'est assez proche de ce que j'aime faire, de créer du bon produit. Donc j'étais fier parce que avoir l'expérience complète jusqu'à la fin et que les mecs achètent ce que tu as construit, je trouve ça vraiment chouette. Mais je sais pas, on était de l'ordre d'une centaine d'euros, sans en plus, sans en moins, enfin tu vois, genre ça me permettait, enfin ça faisait pas décider le de ma vie pour 100 euros. C'est ça, ouais. Et du coup, c'était plutôt, j'ai un challenge, je me suis engagé, et c'était en fait aussi m'engager publiquement pour éviter d'avoir les mêmes écueils que, en fait, ok, ça marche, mais je vais passer 6 mois sur ce projet-là, qui m'a fait vraiment évoluer sur 2 sujets, qui sont, un, je suis pas un restaurateur, j'ai pas envie de l'être, c'est pas forcément, moi j'aime bien, je suis gourmand, mais j'aime pas ça à ce point-là. 2, en fait, vendre des crédits à des restaurateurs, c'est laborieux. Oui. Un, parce que il faut faut les convaincre. Oui. Et parce que ça réachète pas forcément. Enfin, une fois que tu as ta Oui, carte, une fois ça fait qu'ils un ont le plat, poteau, c'est ça, ouais. peut-être que c'est la saison précédente. Mais bon, si tu vends des crédits pas très chers pour être concurrentiel par rapport à un photographe culinaire, enfin compétitif, en fait, c'est pas ta valeur par client est pas excellente. Et du coup, ça combiné a fait que je me suis dit, ok, on est à la fin de la semaine, c'est chouette, il y a un truc à faire, mais l'apprentissage, c'est, ok, peut-être que je peux trouver un truc avec un business model plus sympa, sur un secteur que je connais mieux et qui me plaît plus. Et ça a donné la suite avec justement Serpentix, qui là pour le coup rentrait dans le milieu du SEO, qui a été un peu la combinaison de créer un bon produit et un sujet que j'aime bien qui est le SEO, et où l'idée c'était faire le tool. L'ambition du projet s'est un peu étoffée avec le temps, mais c'était faire un outil d'optimisation sémantique à la base, et maintenant c'est faire un outil d'optimisation sémantique, mais surtout un outil A à Z pour créer le meilleur contenu pour Google et pour tes utilisateurs. Et mais donc je continue à l'améliorer là encore maintenant, ça fait 1 an et demi que je le développe. Et du coup, c'est quoi? C'était ton deuxième projet, celui-là? Ouais. Incroyable. Ok, parce qu'aujourd'hui, c'est le projet que tu pousses le plus, il me semble. Hein. Ouais, il y en a 2 que j'ai poussé beaucoup. C'était celui-là m'a pris plus de temps parce que c'est un peu plus c'est un peu plus massif, un peu plus de corps, parce que ça demande quand même des choses, des analyses un peu poussées. Et donc il m'a pris un peu plus de temps et je me suis dit en fait si je veux continuer à suivre mes maths il m'en faut au bout de 3 mois il m'en faut 3. Du coup j'avais fait un tout petit projet qui s'appelle Une 2 pages, qui avait pour objectif de, pas forcément de monétisation de base d'ailleurs, qui avait pour objectif de te mettre 2 champs sur une page web où tu rentres 2 mots-clés donnés et il va te permettre de savoir si tu dois créer 1 ou 2 pages pour Google. Donc, est-ce que Google, globalement, est capable de positionner deux fois la même page sur les 2 requêtes ou pas? Ça a bien plu, mais vu que je maîtrise bien, ça m'avait pris peut-être... là, je voulais que ça me prenne une matinée, ça m'avait peut-être pris 1 jour et demi. Quoi. Et du coup, ça me permettait d'avoir un deuxième produit. Et ça a commencé à bien plaire et donc à être utilisé. Et je dirais que sur mes 2 outils les plus utilisés, ça va être ces 2-là. Dans cette un peu même veine, j'ai lancé un nouveau produit qui s'appelle un de backlink, qui s'inspire de Une 2 pages, mais tu lui donnes un mot-clé, il va te dire combien il te faut de liens pour se positionner sur ce mot-clé-là, en analysant justement la concurrence. Et en fait, si on revient sur Une 2 pages, j'ai commencé comme ça, et en fait, je l'ai étoffé avec le temps.
parce que c'est difficile de faire payer des gens pour avoir une réponse sur tu mets 2 mots-clés et ça donne une réponse. En tout cas, difficile de les faire payer un montant significatif. Et donc, dans les demandes que j'avais eues de mes utilisateurs, c'était de le faire en masse. Parce que si tu pousses le truc, c'est que si tu donnes une liste de mots-clés que tu as exporté avec un outil justement de SEO qui va te donner tous les mots-clés importants à traiter, tu vas avoir des mots-clés qui vont être similaires. Si tu fais une page pour chaque mot-clé, tu vas avoir des pages qui vont en concurrence, qui vont se rivaliser. Et du coup, j'ai fait une analyse en masse où tu envoies ta liste et il va te dire, en fait, cette liste, tu peux l'agréger en X pages. Ok. 500 mots-clés, ils se transforment en 120 pages, quoi. Ok. Ça, donc, c'était globalement assez rapidement après. Et un peu plus tard, je me suis dit, mais en fait, je l'avais pas envisagé comme ça à la base, l'outil, mais les gens en parlaient pour un outil d'aide à la résolution de la cannibalisation. Oui, Moi, t'as écouté tes usagers Ouais, qui ont orienté ton produit c'est finalement. ça. Ok. Et du coup, donc déjà sur la partie en masse, là, j'ai ajouté la monétisation. Donc ça a commencé à faire des sous. Et en fait, je me suis dit, ça, c'est vraiment en amont. Donc c'est quand tu vas créer ton site ou quand tu vas ajouter du contenu, ça va être important de le faire. Mais en fait, si ton contenu est déjà là, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, j'ai rajouté toute une partie aval où ça se connecte à ta Search Console, donc l'outil qui permet à Google de voir ce que Google positionne dans tes contenus en SEO, et plusieurs fonctionnalités, de trouver les pages que Google n'aime pas, les pages où ça se cannibalise, donc ça veut dire justement 2 pages différentes qui se positionnent sur un même mot-clé, et surtout des opportunités de création de contenu où tu as des mots-clés qui se positionnent avec des pages qui ne sont pas adaptées pour ça, et donc tu pourrais créer une page dédiée. Et là, du coup, c'était dans l'idée de ta recherche en amont, ça va utiliser les crédits que je vends, mais j'avais envie d'essayer de répondre à ce problème en aval et essayer de trouver des solutions pour justement inciter l'utilisation des crédits. Et ça, en fait, vu que tu as des volumétries plus élevées, c'est le même système, donc c'est un mot-clé, un crédit, mais vu que tu peux l'appliquer à ton site, tu vois le nombre de crédits que ça va te prendre, et si ça t'intéresse, ce qui fait des analyses franchement pas très coûteuses, à grosse valeur ajoutée, mais du coup qui incite un peu plus l'usage de crédit, quoi. Et donc du coup, c'est comme ça que tu as trouvé ton PMF, donc un peu pas par hasard, mais dans l'idée où tu as les clients qui t'ont fait des retours, etc. Tu as pivoté, quoi, un peu petit à petit pour correspondre à une demande qui était celle de tes utilisateurs. Exactement, et on pourra revenir sur Serpentix, mais c'est exactement En fait, j'ai créé un petit MVP, et en fait, en voyant l'usage et en voyant les retours, je me suis dit, mais je pourrais rajouter ça, mais je pourrais rajouter... Et là, ce que je fais au quotidien sur Serpentix, c'est la même chose, c'est mes utilisateurs qui me disent, j'aurais besoin de ça, et s'il y en a un qui me le dit, d'accord, et on va voir ce qu'on peut faire. Mais si je commence à avoir plusieurs retours cohérents, là, je fais évoluer le produit pour qu'il s'améliore en fonction des besoins de mes utilisateurs. Ok. Et du coup, parmi tes 8 produits que tu as créés, combien aujourd'hui sont encore fonctionnels, qui ont des usagers, on va dire, donc depuis cet 1 an et demi? Si on les liste, donc il y avait Sublime Resto, Serpentix, une de page, une de backlink. J'ai lancé un outil qui s'appelle Product. Donc, j'ai une page où j'ai tous mes produits, mais avec 2 U. Ok. Et l'idée, c'était de faire un outil facile et minimaliste pour avoir les retours de mes utilisateurs sur mes produits. Donc, en gros, tu suggères une fonctionnalité et tu peux voter dessus. Ok. Ça marche. Il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs parce que je ne l'ai pas beaucoup poussé. Oui. J'ai lancé quelques produits un peu off que je n'ai pas publiés, mais juste qui fonctionnent pour une base d'utilisateurs. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je pense que c'est globalement les principaux. Qui fonctionnent. Et Very Backlink aussi, qui donc toujours dans le SEO, lui c'est monitoring de liens. Donc, en gros, on sait très bien ce que c'est que les backlinks. Il te faut des backlinks, mais il faut surtout que tes backlinks ils restent dans le temps. Et pour qu'ils t'envoient du jus, il faut pas qu'ils se fassent diluer. Et donc, tu rentres les liens que tu as vers ton site et ils surveillent qu'ils sont toujours en ligne, qu'il n'y a pas de nouveaux liens qui apparaissent pour pas te diluer. Et donc, ils t'alertent si l'inverse se produit, quoi. Tu as des usagers sur cet outil? Oui. Et donc, en gros, là, dans les produits les plus utilisés, je vais avoir Serpentix, une de page, une de backlink et Very Backlink. Ok, ouais. Donc, tu as quand même au moins la moitié de tes produits que tu as créés pendant ce rush qui sont aujourd'hui fonctionnels et avec du usage, ce qui est pour moi un bon taux. Et qu'est-ce qui... Bon, alors on a la réponse, je pense, mais qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ceux-là pour les continuer et les autres, tu as laissé un peu de côté peut-être, probablement parce que tu avais des usagers? Le truc, c'est que je pense que c'est pas aussi simple que ça de se dire je les ai laissés de côté parce que tu vois, genre un produit que je l'ai pas poussé, c'était vraiment un usage interne. Non, c'était en collatéral de les utilisateurs un peu tech le découvrent et l'utilisent, donc je peux pas dire qu'il a pas marché. Il y a plusieurs concurrents qui se sont lancés en même moment, mais moi c'est pas le sujet sur lequel j'ai envie de me pousser. Ça s'adressait aux indie makers, et je suis pas sûr que ce soit une cible qui me fonctionne, qui paye vraiment. Mais là où je me suis positionné, c'est que
fait, j'ai créé un écosystème. Enfin, j'aime le SEO et pour aller toucher mon écosystème et avoir une proposition cohérente, j'avais le choix soit de faire un gros produit, concurrent d'un SEMrush ou équivalent, ou alors de faire une galaxie de petits produits. J'ai choisi la deuxième, ce qui permet d'avoir une offre qui correspond en budget à ce que les gens veulent payer, enfin leur problématique. Oui, c'est juste voilà, une problématique, un produit, quoi. C'est ça, ok. Et du coup, c'est un sujet sur lequel j'y mets beaucoup d'efforts. Enfin, j'ai aussi des clients SEO, donc c'est un sujet qui m'anime bien. Et accessoirement, l'idée, c'était de faire plusieurs outils pour voir ce qui marche. Il marche, je reste dessus, quoi. Et c'était quoi ton objectif de faire 12 SaaS en 12 mois? C'est quoi à la fin de ça? C'était quoi l'objectif? C'était le challenge? C'était de trouver un produit qui fonctionne parmi ces 12? C'était un challenge en tant que, tu vois, genre exigeant pour moi. J'aime bien. Parce que ça rapporte pas. Je veux dire, t'avais besoin de manger, t'avais besoin de payer tes factures. Le truc de base, c'était 12 SaaS en 12 mois pour faire 12 000 euros par mois. Ah, ok. 12, 12, 12. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'était faire des MVP pour voir ce qui marche et en ayant vraiment en tête de les monétiser. Donc dans les 8 que j'ai fait, il y en a 3 qui sont monétisés, 3 qui font encore des sous. J'ai aussi découvert que, on pourrait s'en douter, mais que je peux pas être partout en même temps. Et du coup, l'idée c'est que j'ai des produits qui marchent, j'ai des produits qui font des sous, mais c'est toujours une question de où est-ce que j'arbitre mon effort. Et donc j'ai commencé à réduire à que ceux qui marchaient. Enfin, au bout d'un moment, tu fais un petit bilan et tu te dis, ok, où est-ce que les sous rentrent, où est-ce que le temps passe. Et donc, tout ce qui a un ratio qui est pas bon, ça dégage. Oui, normal. Ouais. Et après, c'est dans les sous qui rentrent, où est-ce que je prends le plus de plaisir, où est-ce que ça a le plus de potentiel, où est-ce que j'ai les meilleurs retours, où est-ce que j'ai la meilleure capacité à aller chercher les gens. Et donc, en fait, ça m'a permis de restructurer. Et là, concrètement, là où je passe le plus de temps actuellement, même si les autres, en fait, un very backlink, il est globalement fonctionnel, il fonctionne bien. J'ai encore des retours utilisateurs et je l'améliore de temps en temps, mais c'est pas là où j'ai le plus gros focus. Une de backlink, j'ai plein d'idées, mais pour l'instant, il est encore sur la phase justement gratuit. Donc là, pour le coup, lui, il est pas monétisé directement. Je gagne des sous avec, mais c'est différemment. Là où je gagne des sous directement, c'est sur du coup Very Backlink, une de page et Serpentix. Une de page, j'ai beaucoup travaillé récemment dessus avec cette fonctionnalité en aval. Et là où je pense que j'ai encore vraiment des choses très chouettes à apporter à court terme, c'est sur Serpentix. Et avec cette idée de vraiment aller travailler le marketing, parce que si je me rends compte d'un truc, c'est quand même que avoir une dynamique de fonctionnalité, de création de fonctionnalités importante et travailler le marketing, c'est trop pour un homme, quoi. Ouais, quand t'es tout seul, c'est compliqué, surtout quand t'as autant de produits comme ça, pour te focus. Et puis, tu vois, si tu focuses sur rien, tu vises un peu partout. Il vaut mieux sniper sur ce type de produit, ce qui te permettrait d'avoir une croissance quand même peut-être exponentielle, quoi. Mais c'est très intéressant, tu vois, cette histoire t'as fait quand même 8 produits et t'en as 3, 4, tu vois, qui fonctionnent, qui font de l'argent, qui en font, en tout cas, bon, après, tu vois, des niveaux différents, mais c'est très rare parce que j'ai des gens qui, tu vois, je suis un peu l'univers du building public et je vois beaucoup de gens qui essayent de créer des SaaS, des MVP, qui les monétisent et qui font 0 en fait, et qui en font peut-être 3, 4, 5, qui ont un résultat à 0. Ils ne trouvent pas leur product market fit. Et toi, comment tu as fait pour avoir tes idées sur les produits qui ont fonctionné? Est-ce que tu les as eu comme ça? Tu t'es inspiré de quelque part? Comment ça s'est fait? Et qu'est-ce que t'as apporté aussi, tu vois, comme solution? Et tu vois, des problèmes que t'as pu voir? Tu vois, typiquement, Serpentix, donc l'optimisation sémantique, moi j'étais gros client de concurrents. Ok. Et j'étais aussi gros client que très frustré. Et du coup, j'utilisais beaucoup, mais je trouvais que les outils, il manquait soit de performance dans les résultats, soit il manquait d'ergonomie, soit ils étaient à des tarifs délirants. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je ferais pas l'outil qui va résoudre ces 3 problèmes-là? En fait, ça marche fort, donc ça rank bien, et maintenant je commence à avoir des cas d'utilisation où juste il marche vraiment bien. Donc des clients qui utilisent ton outil, qui arrivent à ranker. Ouais, exactement. Là, j'ai une étude de cas, vous pourrez trouver sur la page d'accueil où là, 80% des mots-clés qu'elle travaille qui passent en première page. Et elle est passée sur des mots-clés ultra concurrentiels de 50e à première en 3 mois et en 1 an, je crois qu'elle a fait x27 sur son trafic, juste en retravaillant ses contenus. Donc ça, c'est ultra enthousiasmant. Et l'idée, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien, abordable, donc pas forcément aussi engageant, avec un pricing qui peut être beaucoup plus accessible pour des gens qui ont moins de moyens, et mais qui soit ergonomique, parce que c'est pas forcément quelque chose que des gens très techniques vont faire. Et donc, en fait, j'ai été assez content du résultat. Je pense que lui, pour le coup, vraiment le MVP, il avait pris peut-être 1 mois et demi. Et j'étais content de cette V0. Et depuis, ça a énormément évolué. Il s'est vraiment étoffé. Mais toujours avec cette idée de performant, abordable et élégant ou ergonomique, quoi. Ok, donc en gros, tu as eu l'idée, entre guillemets, en étant utilisateur toi-même et en ayant eu
problème du X, voilà, d'être frustré quoi, par Ouais. quelque chose. Et tu t'es dit probablement d'autres gens sont dans le même cas que moi. Ouais, ça. Et donc je vais résoudre ce problème. Problème personnel. Oui, oui, C'est non, un non, peu bien le sûr, bien sûr. classique, Et je pense que tu vois, dans l'univers des SaaS, c'est quand même le truc qui fait que ça va marcher ou pas. Si tu résous pas de problème, c'est que personne veut ton outil, quoi, tu vois. complètement. Je pense qu'il faut partir de ça et créer ton outil à partir de là. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus simple de créer des outils, même s'ils sont pas forcément performants, grâce à l'IA, grâce à des outils, là, Bolt, qui est vraiment l'outil du moment pour créer Ouais. tes petits SaaS quand même. C'est quand même intéressant, mais c'est vrai que si tu as un côté technique quand même, où bon, toi, tu as la chance d'être t'as bien taffé, t'as cravaché pour être ingénieur. J'ai 31 ans. Mais en fait, tu vois, je suis pas sûr que la chance vient de l'ingénieur. Je pense que sur la partie technique pure, j'ai rien appris à Centrale. Enfin, j'ai appris quelques trucs. Mais tu vois, j'en sais plutôt, j'ai codé de mes 12 ans à mes 31 ans. Oui, oui. Et en fait, au bout d'un moment, tu vois, tu peux pas juste être Non, mais, quand ouais, t'as- non, mais dans l'idée, c'est que par rapport à quelqu'un qui va, tu vas lancer son outil sur Bolt, Ouais. t'as même plus de bagages, plus de background, qui fait qu'en plus, techniquement, faire de la sémantique, c'est quand même un truc un peu technique. Tu peux pas juste proposer des mots-clés un peu au hasard en te donnant des trucs, des formules, des algos qui datent d'il y a 15 ans, tu vois, qui marchent plus, et voilà. Donc, t'as quand même une approche scientifique. Mais l'un n'empêche pas l'autre, tu vois. Moi, j'utilise beaucoup l'IA dans mon développement. Mais je pense que effectivement l'IA a un atout majeur de permettre de démocratiser la possibilité de faire ça. Mais pour autant, si tu sais ce que tu fais, en fait, tu peux être encore plus efficace avec l'IA. Et moi, je sais qu'il y a des parties de mon truc où je lui dis, bah ouais, j'aimerais bien faire ça. Et j'utilise pas trop Bolt, mais j'utilise d'autres outils. Et il va me dire, bah alors dans ce fichier-là, tu changes ça, ce fichier-là, tu changes ça. Et c'est un gain de temps. Oui, il y a un vrai gain de temps. Qui est Alors après, moi-même qui suis dev, faut pas non plus être piégé par ce truc-là où tu vas vouloir coder un peu plus ou un peu trop, et tu t'en arrives à un point où tu comprends même plus ce qu'il a codé, et ça perd plus de temps. Tu prends plus de temps à relire son code et à corriger, ou même à comprendre pour l'intégrer à ton code. Et c'est vrai que ça peut être un piège quand même. Mais oui, il y a un vrai gain de temps, notamment sur la regex que je peux pas faire, il va me les faire. Même si parfois il se trompe un peu, mais tu vois, il faut savoir lire aussi le truc, tu vois, faut pas, tu peux pas tout lui laisser faire. C'est plus facile de corriger l'IA si tu comprends que de te dire, bah ouais, ok, il y a un bug. Si je lui dis corrige le bug et qu'elle le fait pas, bah ok, c'est fini. Et du coup, là, tu peux, en fonction, mais après, c'est aussi une question de curiosité. Et sur ce bout de code un peu incompréhensible, il y avait la même chose à l'époque, enfin avant l'IA, j'ai l'impression que c'était il y a des années, mais c'était il y a 2 ans, avec Stack Overflow en fait. Et tu copies-coller, et quand tu fais une recherche sur GitHub en exact match, un peu, en fait, tu trouves du code code Stack Overflow un peu pour le web. Alors moi j'avais une question, parce que tu vois, tu voulais aller à New York, tu as été au Luxembourg, tu es parti 6 mois en Thaïlande. Aujourd'hui, alors je crois que tu vis en France. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu as pour projet de partir à l'étranger, de refaire un peu 6 mois, 1 an à l'étranger comme ça, ou pas du tout, en fait, c'est bon, t'as fait le tour. En fait, quand j'étais plus jeune, donc juste après mes études, j'avais vraiment envie de voyager un peu actif. Oui. Maintenant, j'ai plus forcément cette envie. Enfin, j'aime beaucoup voyager, on voyage pas mal avec ma chérie. J'ai envie de partir de France. C'est un projet qu'on va essayer de mettre en place dans les prochains mois, années. Mais pas forcément, tu vois, plus dans cette dynamique de nomade. C'est plutôt aller chercher autre chose. Enfin, moi, ce que j'aime particulièrement ici, c'est la gentillesse des gens. Enfin, en fait, il y a plein de choses qui font que tu peux avoir une qualité de vie différente ailleurs. Pas forcément l'herbe bleue verte ailleurs. Enfin, en fait, il y a t'as des inconvénients et des avantages, tu vois. Exactement. Et en fait, la question, c'est juste où est-ce que ce qui est important pour toi est le plus présent. Et j'ai quand même pas mal de points positifs ici. Et je pense que c'est quelque chose qu'on est en train de voir pour envisager. Et si c'est pas ici, ce sera ailleurs. Mais oui, on est clairement dans cette dynamique-là de voir pour tester autre chose, quoi. Après, ça, c'est quelque chose que les SaaS peuvent ou même le fait d'être entrepreneur, tu vois, de pouvoir faire du télétravail dans le web notamment, c'est quelque chose qui te permet d'être libre. C'est pas forcément les SaaS, en fait, si tu travailles dans le web. Oui, c'est ça. Enfin, tu sais, dev remote, tu peux le faire. Si tu fais du contenu remote, tu peux le faire. En fait, juste si tu vas à l'usine le matin, c'est compliqué, mais... Après, faut avoir le courage, tu vois, de tout abandonner, de partir. Il y en a qui hésitent, il y en a qui hésitent et qui veulent pas, malgré tout. Et bon, après, le bon plan, ça reste la rupture conventionnelle et de partir. Tu vois, il y en a, ceux qui, tu vois, faire, tu sais, les photos et qui font le beau à Bali, ils sont encore au chômage. Et du coup, le jour où le chômage s'arrête, et parfois, il y en a certains qui reviennent en France. À la maison. Ça rentre à la maison, effectivement. Donc, je pense que l'intérêt du SaaS, quand même, par rapport à du client, c'est que tu as quand même un abonnement. Tu vois, finalement, t'as une sécurité. T'as pas besoin d'aller chercher, d'aller faire de la récurrence. La récurrence, c'est déjà là. Ça dépend du produit.
Et justement, il y a des produits qui sont plus prêts du coup à churner, comme tu vas prendre le cas de ton premier SaaS que tu as fait dans ton challenge Ouais. sur les restaurants. Effectivement, ils achètent des Ça crédits. churn pas du coup parce qu'il n'y avait pas d'abonnement. Oui, voilà, c'est Mm. ça, mais c'est du one shot, quoi. Ouais. Donc, il n'y a pas de récurrence finalement. Boost churn, c'est quand l'utilisateur est abonné et qu'il se désabonne. Et du coup, ouais, effectivement, ça churn, enfin, c'est aussi ça désabonne. Oui, il faut le maintenir. Il faut maintenir la relation que tu as avec ton client. Tu vas lui envoyer quelques mails, l'appeler s'il faut, pour voir si tout va bien. Voilà, c'est vrai que c'est tout un travail, quoi. Mais tu vois, genre, je pense que effectivement, le SaaS a cette aura magique de l'abonnement, mais je suis pas sûr que ça soit le plus facile pour faire de l'argent. Enfin, je vois que là, C'est dur, hein. Non, c'est très dur. c'est déjà très Non, c'est dur, c'est pas facile. Hein. si tu es sur du B2C, moi c'est des petites entreprises, souvent mes clients, donc c'est du petit budget. Enfin, dans l'idée d'avoir un outil 50x abordable, c'était justement abordable, donc ça veut dire petit budget. Et en fait, pour arriver à faire autant qu'en freelance, il en faut des clients. Alors que, au contraire, moi j'aime bien justement accompagner mes clients sur la durée, sur des sujets qui sont assez stratégiques. Donc ça veut souvent dire des budgets assez conséquents. Et en fait, là, sur tous les clients que j'ai actuellement, il n'y en a pas un seul que j'ai dû voir en vrai pour les signer. Quelques-uns que j'ai vus en vrai, parce que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Oui, c'est toujours sympa. Après, oui. Le physique. La Mais en fait, même à l'époque, quand j'étais parti la première fois, ces clients-là, je les ai jamais vus en vrai. Et ça fait des sommes conséquentes. Oui. Donc, est-ce que tu as besoin de faire un SaaS pour devenir un expat? Non. Non. Mais tu peux faire des sous très significatifs. C'est une façon de faire des sous comme une autre. Effectivement, quand tu es indépendant, quand tu travailles dans le web, c'est une façon comme une autre. Mais c'est vrai que quand t'es dev, c'est une possibilité. Après, tu peux aussi très bien partir après quand ton truc fonctionne. Et la difficulté du SaaS, je pense, hein, c'est vraiment le focus, pivoter au bon moment et de persévérer. Parce que tu regardes les courbes. Tu vois, il y a des courbes qui circulent souvent sur les revenus des SaaS. C'est exponentiel, mais au début, c'est plat au début. Ouais, c'est plat au début pendant des années parfois. Et là, tout d'un coup, hop, ça s'envole. Mais il faut tenir, quoi. Faut tenir la route. Mais il faut, je pense, comme tu l'as dit, savoir écouter tes clients pour orienter tes features, pour vraiment ensuite les garder pour pas qu'ils churn, pour les fidéliser, quoi. Ouais, complètement. Et tu vois, genre, au-delà de cet aspect purement opérationnel technique, le critère psychologique, je pense que c'est aussi extrêmement important, mais le psychologique de l'entrepreneur, enfin du créateur. Et moi, je vois que maintenant, je commence à me connaître un petit peu, parce que ça fait peut-être 10 ans que je suis à mon compte. Et en fait, c'est un ascenseur émotionnel, quoi. T'as des moments, c'est un peu euphorique parce que ça se passe super bien. T'as des moments où tu te prends une grosse claque et ça va beaucoup moins bien. T'as des moments où ça va moins bien et tu sais pas trop pourquoi. Et en fait, ça là, c'est un vrai marathon qu'il faut arriver à mesurer, à mener dans la durée. Il faut être persévérant, quoi, être résilient, ouais. C'est pas facile. Et tu vois, là pour l'instant, je suis solopreneur, mais c'est pas forcément un choix en tant que tel. Moi, je serais parfaitement inquiet pour m'associer sur un projet à venir. En fait, c'est pas forcément un choix obligatoire. C'est plutôt où est-ce que tu trouves une cohérence d'envie avec quelqu'un ou un groupe et créer quelque chose de plus grand. Et je pense que ça peut aussi avoir son avantage de nivellement de l'énergie et de l'enthousiasme, ou si t'es un peu down, quelqu'un d'autre qui est un peu plus up et c'est vrai. ça t'aide aussi, quoi. C'est vachement bien. C'est clair, hein, parce que pour le coup, tu vois, j'ai été associé sur certaines boîtes. T'es tout seul aussi sur certaines boîtes. Tu vois, typiquement sur les airlines, je suis tout seul. Et sur Cenote, on est associé. Et c'est vrai que je le vois bien. Il y a des moments où tu vois, que ce soit l'un ou l'autre, il y a des hauts et des bas, et puis tu t'es toujours là, tu vois, à tenir la boîte, quoi. Enfin, tenir la baraque, c'est vachement bien. Et tes employés, ils ont beau être super impliqués, enfin, tes employés, tes prestats et tout. In fine, ils sont pas associés, donc tu peux pas avoir le même niveau pas la même implication. Alors après, tu vois, ça va, j'ai la chance d'avoir quand même des bons profils, tu vois. Là, tu vois, je parlais principalement de Semnote, qui est pareil, tu vois, un projet un peu gros, un peu trop gros peut-être, où on essaie de concurrencer SEMrush, Ahref, SERanking. C'est pas simple, et donc, tu vois, il y a quand même pas mal de bas, des hauts. Autant les Iraniens, tu vois, ça tourne. La team, elle arrive à faire tourner le truc. Ça, c'est plutôt cool. Mais ouais, Semnote, c'est parfois, t'as envie de laisser tomber, mais tu te dis, t'as toujours peur de laisser tomber. Enfin là, clairement, je laisserai pas tomber. Je suis jamais du genre à laisser tomber. Mais tu vois, t'as peur souvent d'arriver presque au bout du truc, du tunnel, et puis de refaire marche arrière, tu vois. Ouais. Et il y a une photo sur internet, un mème qui montre un mec qui pioche, et derrière il y a du diamant, mais il s'en va. C'est injuste, mais effectivement, c'est aussi le moment où tu te dis, quand est-ce que je m'obstine Oui, et bien quand sûr. est-ce que je suis résilient, tu vois. Après, je pense qu'il faut savoir lire les signes quand même. Tu vois, t'as quand même des gens qui s'abonnent, des gens qui payent.
quand tu commences à faire des actions marketing, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que quand tu commences à utiliser des leviers d'acquisition, si tu vois que tu as quand même de l'attraction, puisque finalement, ce qui est important, c'est l'attraction. Et ton produit que tu as, ton tout premier, Sublime Resto, où tu as cold mailé peut-être 50 000 restos, je donne des chiffres un peu au hasard. Si tu as eu que 3 personnes qui achètent, probablement qu'il n'y avait pas tout à fait de PMF ou tu vois, de traction surtout. Les gens n'étaient pas forcément intéressés par ce produit, peut-être parce que c'était pas le bon moment, ils avaient déjà fait leur carte, peut-être qu'ils avaient déjà leurs photos, tu vois. J'ai insulté par mail, enfin ouais, non, le classique. Voilà, quand tu fais du cold mailing, faut t'attendre à tout. Et ouais, donc je pense que ouais, la résilience, ça fait partie des trucs les plus importants. Après, ça va, tu vois, tes outils, tu as trouvé des bonnes problématiques, une bonne tech, et en plus, tu fais même un bon suivi. Ça fait 1 an et demi que tu travailles dessus, donc ça s'apprend. On va pas parler de chiffres, mais est-ce que ça aujourd'hui, tous tes outils, ça te fait vivre quand même, voilà, de ton quotidien, quoi. Tu vois, c'est pas forcément comme ça que je vois le truc. Pour l'instant, je veux pas vivre de mes outils. Ok. Enfin, ils commencent à générer des vraies sommes, mais c'est pas l'objectif. J'ai globalement 3 sources de revenus. J'ai mes clients freelance, Ok. Ouais. un petit peu d'affiliation où j'ai plus le temps vraiment de m'y occuper parce que c'est plutôt historique. Mais en fait, je vis largement avec ça. Tout est dans ma même boîte avec justement un objet Oui, assez bien large sûr, pour bien sûr. englober tout ça. Et les parties outils. Et l'idée, c'est plutôt utiliser l'argent des outils, voire plus, pour faire grossir les outils. Et je vis de Oui. prestations en fait. C'est vrai que je vois bien que tu as plus tendance à vouloir résoudre des problèmes, tu vois? Tu un peu l'ingénieur, hein. Le truc, c'est tu vois un truc, tu dis: «Ah, faut que je le répare», tu vois? Et ça, je l'ai bien ressenti même durant l'interview, c'est ta première source de motivation, ça va être: «Voilà, il y a un truc, il faut que je le résous», quoi. Donc ça, c'est super parce qu'il y a des gens qui sont motivés par l'argent, mais en fait, tu as de l'argent, il y a des milliards de façons d'en gagner, mais si tu es pas motivé pour être résilient et tu vois, rester dans le game, tu vas abandonner avant. Si ta motivation, c'est que l'argent, tu abandonnes avant d'arriver, tu vois, au fameux diamant, dont on parlait tout à Ouais, l'heure. complètement. Tu vois, moi, effectivement, c'est pas forcément l'argent. Après, Mmh. je me rends compte de plus en plus qu'il en faut, en fait. Déjà, parce que si tu veux faire un bon produit, ben, ça coûte cher. Ça coûte cher à créer, ça coûte cher à entretenir. Et juste, en fait, si tu veux respecter tes utilisateurs, il faut que tu aies les moyens de leur proposer quelque chose de C'est cool. ça. Et après, ben, accessoirement, il y a quand même des choses chouettes à faire dans la vie et ça demande de l'argent. Mais du coup, ouais, je dirais que ça a été un écueil pendant un moment de se dire j'aime bien faire des bons produits, résoudre des bons problèmes. Mais du coup, j'essaie de garder cette appétence un peu scientifique, un peu ingénieur, en me disant bah ok, mais j'aime toujours beaucoup faire ça. C'est ça qui me donne envie de me lever le matin. Mais ce que je me rends compte que d'avoir les retours des gens, et la seule façon d'avoir les retours des gens, c'est que les gens découvrent l'outil, l'utilisent et l'apprécient, quoi. Alors, avant de poser ma dernière question, j'ai une avant-dernière question. Tu as probablement eu des retours peut-être parfois qui peuvent être négatifs. Comment tu as réagi? Comment tu gères ce genre de choses quand ça t'arrive? Tu vois, un serveur qui est down parce que c'est pas de ta faute, un nom de domaine, voilà, tu vois, qui pointe plus au bon endroit, ça peut arriver. Moi, je suis plutôt fan de la transparence. Mmh. Enfin, en fait, tu vois, genre, je suis pas forcément dans l'idée de partager mes chiffres parce que je trouve que, enfin, ça me correspond pas trop. Mmh. Mais par contre, le chemin, justement, en termes de hustle, Mmh. me dérange pas. Et puis, si tu regardes Google, ça bug de ouf. Oui. Et si tu regardes la SNCF, C'est vrai. ça bug à fond aussi. Et donc là, je me dis, bah, en fait, est-ce que c'est honnête de dire que Serpentix, ça n'a jamais bugué depuis le début? En fait, non. Et ça a bugué depuis le début. Ça bug de moins en moins parce que justement, j'essaie de rendre le truc plus sérieux, plus robuste. Que quand quelqu'un me fait un retour, bah, j'essaie de trouver une façon de corriger de façon définitive le problème. J'y arrive pas toujours du premier coup, mais c'est vraiment cette ambition sur mes produits de faire du bon produit, c'est résoudre les problèmes, pas forcément par du SAV, mais plutôt par le produit pour que les prochains n'aient plus ce problème-là. Si ça bug, après, t'as quand même, enfin, l'inconvénient en fait quand t'es exposé à des gens, c'est que tu vas avoir t'as des haters sur YouTube, mais t'as des haters par mail en support, quoi. Et donc, bah, ces gens-là, c'est un peu le question de, au bout d'un moment, il va falloir leur dire que tu vas pas pouvoir les aider. Si c'est des clients, bah, les laisser partir. Mais pour les gens qui sont respectueux et que c'est quand même la majorité des gens, bah, en fait, c'est vraiment, enfin, moi, il y a des gens avec qui je prends un appel en essayant de comprendre. En fait, ce problème-là que j'arrive pas à résoudre, comment on fait pour, enfin, en fait, il vient d'où? Et donc ça m'arrive. Et juste, bah, si tu remontes mon Twitter, tu peux voir des endroits où je disais, bah, en fait, là, j'ai eu ce bug-là, j'ai été down de tel temps à tel temps. C'est parce que, bah, potentiellement, je me suis pris des DDoS avec des gens qui, plutôt que de payer les crédits ultra abordables, une de page, vont se dire, ah ben non, mais je vais automatiser la version gratuite. Mais du coup, derrière, en fait, moi, pour gérer mon infrastructure et le service que je propose aux gens, Ça gêne les autres, quoi. bah, en fait, j'ai des barrières pour que tu puisses pas me faire 150 000 balles de dépenses sur mon compte bancaire. Et du coup, en fait, ça a bloqué le service pour tout le monde. Et donc, se rendre compte
résoudre ça. En fait, ça fait du down pour une partie des gens. Donc, c'est comment tu fais pour le réduire. Et puis après, je suis assez honnête sur le principe de, en fait, il y a eu un bug, vous me l'avez dit, et ben juste j'y ai travaillé, c'est devenu ma priorité, on a résolu, ça remarche. Désolé, et quitte à même m'excuser, offrir des crédits. Enfin, il y a eu des gens qui m'ont fait remonter des choses et juste j'ai pas de problème à offrir, à les remercier quoi. Ouais. Ok, donc bienveillance, discussion, transparence. Ouais. Globalement, c'est comme ça que tu évites le churn. Ouais, aussi. Voilà, parce que quand tu as des retours négatifs, tu risques un churn. Quand tu prends cette démarche de la transparence, d'être honnête avec les gens, plutôt que d'essayer permet aussi de gagner la confiance de tes clients et qui vont du coup rester plus longtemps. Du coup, j'ai ma dernière question pour le podcast. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi d'il y a, peut-être 1 an et demi, quand tu as démarré les SaaS, quand tu as démarré à ce moment-là, ton challenge des SaaS, qu'est-ce que tu pourrais dire à Amaury Je pense que, en fait, si c'était à refaire, je pense que le principe des 12-12-12, en fait, correspondait bien à mon état d'esprit de l'époque. Il faut faire des tests rapidement, en ayant en tête la monétisation. Tu vois, genre typiquement sur ce chemin-là, j'ai eu tellement d'opportunités qui sont apparues. Pour le hors SEO, par exemple, ça m'a créé des relations avec des gens assez précieuses. Je pense que si je devais me faire une recommandation, c'est de vraiment focaliser sur la communication plus tôt. Ça, c'est probablement le plus grand regret, mais depuis longtemps. Ouais. Et là, j'essaie vraiment de résoudre ça pour faire de la visibilité et pouvoir faire découvrir ce produit trop cool sur lequel je suis passionné de travailler et puis que les gens adorent. Donc, je dirais, l'idée est vraiment chouette. Il y a vraiment un truc cool à faire. Crée, parce que ça te fait vibrer, mais bloque plus de temps pour ton marketing, quitte à payer quelqu'un en fait. Ok, donc ça c'est ce que tu te serais dit il y a 1 an et demi. Focus 1 semaine de dev et 3 semaines de com. Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, tu vois, peut-être que plutôt que de faire un 12-12-12, je dirais, en fait, fais moins de projets, mais fais-en plusieurs pour avoir justement ce feeling. Mais là, tu vois, j'ai compris que ce qui marchait bien pour l'instant pour moi, c'était de faire de écosystème SEO. Et ce qui me facilite justement cette diffusion des projets. Mais du coup, tu vois, une de backlink, il a été plus facile à diffuser parce que je commence à être un petit peu implémenté dans le domaine. Et du coup, ton réseau quoi finalement. ouais, c'est ça. Mais ce réseau-là, tu sais, ce qui est compliqué aussi, c'est que ça prend du temps. Donc j'aime bien aller à des événements. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ça fait peut-être 3, 4, 5 fois qu'on se voit. Et en fait, t'as les événements, les soirées, et au bout d'un moment, ça fait des amitiés. Et du coup, en fait, il y a aussi le temps au temps. S'il y a bien une réalisation que j'aurais dû avoir plus tôt, c'est peut-être qu'il faut faire du marketing. Enfin, en fait, dès le début. Le bon produit, c'est chouette, mais c'est chouette qu'une fois que les gens le connaissent. Bon, sur ce, merci beaucoup Amaury. Merci. Ça m'a vraiment fait plaisir de discuter avec toi. Et écoute, on se revoit peut-être dans 1 an ou 2 pour voir où tu en es et voir qu'est-ce que tu te serais dit là. Qu'est-ce pour le Amaury d'aujourd'hui, on me dise maintenant, carrément. Merci beaucoup. Et où est-ce qu'on peut te trouver, où est-ce qu'on peut te suivre, sur quelle chaîne YouTube ou En fonction de ce que vous cherchez, j'ai lancé une chaîne YouTube SEO qui s'appelle SEO Augmenté. Tu pourras je t'enverrai les liens pour que tu les mettes en description, que vous les retrouvez facilement. J'ai une chaîne perso où justement je parlais plus, moins SEO, mais plus business. Qui s'appelle Amaury Duval. Je t'enverrai le lien aussi. Et après, vous pouvez tester mes outils avec un Serpentix, une de page, une de backlink ou Verybacklink qui sont les principaux si ça vous intéresse. Merci beaucoup et puis on se voit à la prochaine vidéo. Salut!